Dans ce nouvel épisode des Entretiens de Nevermind, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Deltour, coach de vie et formateur de coachs et de thérapeutes, qui transmet depuis plus de 15 ans ses expériences et les enseignements qu'il a reçus dans des livres, formations, conférences et séminaires, mais également sur YouTube, avec une chaîne qui compte aujourd'hui plus de 13 000 abonnés et plus d'1 million de vues. Alors bonjour Frédéric, Salut. et c'est vraiment sympa d'avoir accepté cette invitation en cette période un peu complexe pour tout le monde. Ouais. Le confinement, le coronavirus, c'est un petit peu le top trend du moment. Et alors je vois que ton décor est absolument fabuleux. J'ai compris que tu étais en Finlande là. Comment ça va en Finlande, la crise du coronavirus? Comment ça se passe là-bas? Et comment toi tu gères la période? Écoute, c'est bien différent de ce qui se passe en France, d'après ce que j'ai compris. Nous, on n'a pas de confinement. Il y a quelques règles de base, de s'adapter, de ne pas serrer la main aux gens, de ne pas faire la bise, etc. Ouais. Mais ils n'ont pas toutes les contraintes qu'on a nous en France et il y a beaucoup moins de cas. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont mieux géré au départ ou pas, mais en tout cas, il y a moins de cas, donc ils ont moins de problématiques et de règles par rapport à tout ça. Donc pour l'instant, nous, ça va. On peut aller se balader, on peut aller faire nos courses, je peux aller dans la forêt comme j'ai envie. Donc c'est le principal pour moi. Donc j'ai de la chance, entre guillemets. Oui, franchement, ça fait envie parce que là, moi, je suis dans la région parisienne et c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est la vie, on fait comme on peut. Alors, avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet de ton parcours et de ce que tu fais, et toujours pour rester un petit peu sur le sujet du coronavirus, c'est un petit peu l'actualité du moment. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles seraient, toi, tes recommandations pour ne pas complètement péter un plomb pendant cette période, ne pas céder à la panique et affronter au mieux, au mieux possible dans cette situation un peu exceptionnelle? Écoute, c'est intéressant parce que c'est justement en lien avec le sujet de cette vidéo et pourquoi tu m'as contacté par rapport à la méditation, au bouddhisme, etc. Pour moi, ce qui me donne, je dirais, un certain détachement par rapport à tout ce type de problèmes et tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie en général, c'est de voir la vie d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire de ne pas juste se focaliser sur cette vie qu'on est en train de vivre si on croit à la réincarnation, etc. De se dire, on est sur ce chemin spirituel, on est sur ce processus d'évolution. Cette vie, elle est importante et il faut la gérer comme on peut au mieux. Mais aussi de se dire, on a vécu, si on y croit, des dizaines et des centaines de vies, des millions de vies avant. On en vivra peut-être encore avant d'être complètement éveillé. Et donc, de se dire, ça fait juste partie d'un processus, comme la naissance, comme la mort, comme toutes ces choses qu'on va peut-être aborder dans cette vidéo. Donc je dirais que moi, c'est ce regard plus spirituel sur la vie qui me permet aussi d'avoir un certain lâcher-prise et de me dire les choses, elles sont justes comme elles sont. Alors, c'est pas tant la maladie du coronavirus ou les problèmes qu'on a qui sont justes, mais simplement d'observer notre esprit et de se dire, c'est une des choses de plus qu'on peut observer dans notre vie, cette souffrance, ces problématiques, cette situation qu'on est en train de vivre et de la regarder en tant qu'observateur sans être de trop impliqué dans cette situation et d'y mettre le je, l'ego, le moi, l'identification à tout ça et de s'y attacher. C'est sûr que ça fait un bel exercice et que c'est assez facile de faire en ce moment, de se faire embarquer par les réseaux sociaux et compagnie, notamment. Donc pour poser un petit peu le contexte et pour approfondir un peu, nous deux on s'est rencontrés il y a à peu près une dizaine d'années. C'était lors d'une retraite au village des Pruniers, le centre de méditation de Thich Nhat Hanh. En fait, c'est un monastère qui accueille des retraites et c'est un monastère bouddhiste zen vietnamien. Et à l'époque, toi, tu étais déjà bien ancré sur un chemin spirituel. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé un petit peu à avoir un chemin de développement personnel, de spiritualité? Et c'est une question un peu large, mais est-ce que tu pourrais nous indiquer quels sont les différents enseignements
et disciplines que tu as pu étudier, les différents maîtres que tu as pu rencontrer. Bref, raconte-nous ta vie. Waouh, ça fait beaucoup de questions en une. Alors pour faire simple sur mon parcours, je dirais que j'ai eu la chance très jeune d'être dans les milieux, enfin la chance ou pas, j'en sais rien, mais d'être dans les milieux du show business parce que j'étais mannequin, etc. Donc quand j'étais jeune, j'avais 21 ans à l'époque, donc j'ai voyagé, j'ai eu de l'argent, j'étais un petit peu connu. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ça ne me rendait pas réellement heureux. J'avais la chance d'avoir une base saine. J'ai fait du judo pendant 15 ans. J'avais des parents qui étaient dans la banlieue parisienne, donc une famille très modeste. Donc j'avais la chance d'avoir un ancrage qui m'a permis aussi de me détacher de ce monde un peu superficiel. Mais ça m'a permis de me rendre compte vraiment d'un point de vue, je dirais, humain, que les gens n'étaient pas heureux dans ce milieu-là, que moi, ça ne me donnait pas plus de bonheur que simplement des choses simples de la vie que je connaissais, que ce soit le sport, que ce soit les moments entre amis, etc. Donc je me suis très vite détaché de ça. Et je dirais que même avant ça, j'avais déjà dans l'esprit que la société dans laquelle on vit, ce n'était pas tout ce qu'il y avait dans la vie. Donc j'étais déjà dans une recherche, je dirais, personnelle, à un âge assez jeune, pour moi, il y a autre chose dans la vie. Donc j'avais déjà en tête de voyager autour du monde, d'aller découvrir d'autres choses. Et donc après ça, j'ai commencé la méditation. J'ai eu la chance de rencontrer la méditation à l'âge de 22 ans. Mmh. Donc c'est pour ça, quand on s'est rencontrés, effectivement, ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais. Alors, l'histoire elle est assez sympa, c'est que j'ai lu un livre, je ne sais plus qui c'était, mais je me rappelle de la phrase du Bouddha qui disait « Teste par toi-même, ne crois pas ce que je te dis, teste par toi-même ». Et donc le jour où j'ai lu ce bouquin et que la méditation me parlait et que j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Ok, je vais tester ». Donc le lendemain, je me suis assis sur mon lit et puis j'ai commencé à méditer. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté. Donc voilà. Et puis pour répondre à ta question sur toutes les traditions, j'ai été vraiment beaucoup pendant une période dans le yoga. Donc j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai eu plusieurs maîtres dans le yoga. J'ai voyagé autour du monde, donc j'ai été en Inde où j'ai vécu avec un yogi dans les montagnes de l'Inde, à pratiquer des yogas, des pranayama, des types de méditation. J'ai fait des retraites très longues, alors j'en ai fait certaines là où on s'est rencontrés d'une semaine avec Thich Nhat Hanh et de ce type de retraite, les méditations Vipassana, qui sont des méditations des retraites de 10 jours en silence. Et puis quand j'ai voyagé autour du monde, je suis resté dans un monastère pendant en gros 4 mois, un peu plus de 4 mois, où là j'ai vraiment en Asie rencontré un maître qui m'a vraiment guidé dans le processus de méditation et c'était des méditations très intenses. Je méditais entre 10 heures pour le moins par jour jusqu'à 18 heures par jour à faire vraiment que de la méditation tout le temps. C'est une belle journée, quoi. C'était des magnifiques journées qui, malgré ce qu'on peut se dire, 18 heures de méditation par jour, en fait, passaient très rapidement. Parce qu'on n'est pas dans la même notion au niveau du cerveau, du fonctionnement de l'esprit. Et donc, en fait, ça passait super rapidement ces journées. Je me levais à 2 heures le matin, puis à 10 heures le soir, j'étais encore en train de méditer. J'aurais pu continuer si, il n'y avait pas un peu de fatigue à me dire, il faut quand même que je me couche parce que demain matin, j'ai pris l'engagement à 2 heures de me lever pour continuer la méditation. Voilà, en gros, l'histoire. Après, j'étais avec des chamans aussi. J'étais en Amérique du Sud. J'ai vécu avec des chamans pendant plusieurs mois. Et puis d'autres choses au niveau du tai chi aussi, également, qui m'ont beaucoup apporté dans mon chemin. Du coup, tu as pu parcourir et naviguer au travers d'un panel de traditions qui sont très larges et en même temps, j'imagine, complémentaires. Ouais, c'est très large et effectivement, il y a beaucoup de points communs. Il y a énormément de points communs dans toutes ces traditions. Je dirais que la ligne directrice qui est reliée au bouddhisme, si on garde cet aspect-là par rapport à cette interview, c'est la notion de pleine conscience. Donc il y a vraiment ça qui est très présent. Par exemple, dans le tai chi, il y a vraiment cette notion de chi pour faire bouger le chi. On est présent, conscient de ce qui se passe dans le mouvement, on est présent des énergies yin, des énergies yang. Donc il y a cette présence de l'instant. Dans le yoga, c'est la même chose. On focalise notre attention, la concentration sur la respiration, sur les sensations du corps. Donc il y a dans le yoga, par exemple, ce que j'ai appris avec certains maîtres, c'est les postures, malgré ce qu'on croit, c'est une toute petite partie du yoga. Et le plus important, c'est les pranayama, les exercices de respiration. Et avant ça, la méditation. Et donc les exercices les postures, les asanas, c'est vraiment la préparation de l'esprit et du corps pour la méditation.
Alors qu'on voit le yoga souvent comme un exercice physique, et puis même s'il y a l'aspect spirituel, de continuer, alors qu'à un moment donné, on arrête de faire les postures, il n'y a plus besoin, c'est vraiment la partie méditative qui est la plus importante, et donc les exercices nous permettent simplement d'être dans l'instant présent, en mouvement, comme le tai chi, comme le yoga, etc. Ça paraît, tout ça me paraît passionnant. Donc en fait, tu as consacré, et tu consacres toujours ta vie à la spiritualité. Et j'ai l'impression, dans ce que tu me décris, que ta vie, c'est une sorte de grande méditation constante, en réalité. Ouais, c'est une belle manière de présenter les choses. Pour moi, alors tu vois, tu parles de ça dans mon travail aujourd'hui, parce que aujourd'hui je forme des coachs et des thérapeutes, et effectivement, un des outils qui est pour moi le plus intéressant, c'est la notion de pleine conscience. Mais on va l'adapter, c'est un peu différent de ce qu'on voit ou de ce qu'on lit habituellement sur la pleine conscience. On va l'adapter à des problématiques, à des problèmes émotionnels, à des situations difficiles, à des résolutions de conflits, par exemple, des choses comme ça dans la thérapie et dans le coaching, pour permettre à la personne de mettre de la lumière, de mettre de la conscience sur des choses qu'elle ne voit pas, de mettre de la lumière, de la conscience sur l'inconscient, alors qu'habituellement on ne le voit pas. Et c'est le principe de base, ou un des principes de base de la méditation, c'est justement de voir plus clairement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous aussi. D'accord, et donc là, tu me parles un petit peu de ton activité professionnelle, donc tu partages en fait ce que tu as appris toi, et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à partager cela et à pas juste devenir ermite dans une grotte au Tibet et à rester en méditation pendant des années et des années, comme c'est le choix de certains. Ouais. C'est une bonne question parce que j'ai été à 2 doigts de faire ça comme ça. J'ai passé en gros 9 ans à vivre autour du monde, je dirais presque comme un ermite dans la tradition bouddhiste que j'ai suivie qui s'appelle la tradition Theravada. C'est la tradition des moines mendiants. Ils le sont. Alors, c'est le principe de base que le Bouddha a enseigné au niveau du bouddhisme. Toutes les traditions ne le respectent pas comme ça, mais certaines un peu plus. Et donc, je dirais que j'ai presque vécu comme ça, dans le sens où j'étais avec mon sac à dos et que j'avais rien, très peu d'argent, et que j'ai voyagé autour du monde au gré des personnes qui pouvaient me recevoir chez elles, au gré des petits boulots que je trouvais à droite à gauche ou de me débrouiller pour manger. Donc, j'ai vécu vraiment comme ça pendant longtemps. Et plusieurs fois, je suis allé dans des monastères en leur disant « je suis prêt à devenir moine ». Ça m'est arrivé 2 fois sur mon chemin, donc moi je me suis vraiment dit c'est bon, je mets tout de côté et je deviens moine. Et en fait, en étant sur place et à vraiment prendre la décision, il y a plein de choses qui se passent au niveau mental. La première fois, je pense que j'étais pas prêt parce que je commençais mon voyage autour du monde et j'avais toujours cet appel d'aller chercher des choses, d'aller visiter des lieux, par exemple, c'était avant de voir la tradition chamanique, donc j'avais toujours ce truc en moi de me dire j'ai quand même cet appel vers ça. J'avais envie d'aller au Canada, j'avais tout un tas de rêves qui étaient présents et que j'avais pas fait. Et donc, la première fois, je pense que c'est ça qui m'a poussé à pas m'engager sur cette voie de devenir moine. Et la deuxième fois, pareil, j'avais vraiment tout mis de côté. Alors, l'histoire elle est longue, mais je vais résumer. Mais j'ai été en Suisse. Il y a un monastère en Suisse qui était dans cette tradition Theravada. Et en fait, quand j'étais là-bas, c'est plus les règles. Donc on a, par exemple, dans cette tradition, ils ont ce qu'on appelle les règles Vinaya. C'est 227 règles pour les moines qui veulent suivre ces règles. Et en fait, je pense que mon esprit rebelle et mon désir de liberté et autres, même si c'est sûrement mes propres attachements sur lesquels il faut que je travaille, m'ont empêché de dire « Ok, j'accepte toutes ces règles et je deviens moine ». Pourtant, qu'est-ce que c'est que 227 règles? C'est rien du tout. C'est pas grand-chose. Hein? Mais, dans l'absolu, en plus, je dirais que je les accepte et je les comprends. Parce qu'en fait, quand on a une structure et quand on a des règles, qu'on s'impose certaines choses, une discipline, il y a vraiment quelque chose qui change à l'intérieur de l'esprit et on est plus libre d'avoir ces règles que de ne pas les avoir. Par exemple, les 5 entraînements à la pleine conscience, si on reprend un peu l'enseignement qu'on a suivi quand on était chez Thich Nhat Hanh, de se dire qu'on ne va pas voler, on ne va pas tuer, on ne va pas mentir, on ne va pas avoir de relations sexuelles qui vont être, je dirais, pas justes, on ne va pas consommer d'intoxicants. Ça nous libère d'énormément de choses au niveau mental, de s'imposer ça. De se dire, voilà, dans ma vie, c'est ces règles-là que j'applique et quoi qu'il se passe, je les respecte.
ça nous apporte en fait une certaine liberté de pouvoir respecter ces règles. Donc c'est un peu antinomique, mais d'un certain côté, je le vois parce que je l'ai pratiqué depuis longtemps, qu'en fait les règles nous donnent cette liberté, nous permettent d'accéder à plus de liberté mentale. Oui. Il y en avait peut-être un peu beaucoup, peut-être certaines que j'étais pas prête à accepter complètement. Parce que c'est vrai que 227, juste de les retenir déjà, c'est un travail en soi. Ouais. Donc, mais par exemple, pour rester dans cette dimension-là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, dans ces règles, il y a des choses sur comment est-ce que les moines doivent mettre leur robe. Tu sais, ils ont des robes qui s'entourent autour du corps, et donc il y a une manière de les enfiler. Et si tu ramènes ça à la pratique, tu te dis pourquoi est-ce que le Bouddha a mis ce type de règles. Tu vois, tu penses au bouddhisme, un espèce de truc de libération, on parle de liberté, de libération. Pourquoi est-ce qu'on doit s'imposer de faire les choses d'une certaine manière? Et en fait, tout le travail, je dirais que les règles, en fait, elles sont un outil. C'est un outil pour nous permettre d'être plus conscients. Donc si tu sais que quand tu mets ta robe, tu dois la mettre d'une certaine manière, tu es plus conscient de la manière dont tu le fais, et donc tu développes ta pleine conscience. Donc je dirais que pour moi, en tout cas, à un moment donné, c'était pas juste, mais malgré tout, je comprends, c'est pas que je rejette ces règles, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très profond dans la manière dont les règles ont été établies. D'accord. Bon, donc c'était un choix pas non plus cornélien. Tu savais, enfin, tu as compris assez rapidement que ce que tu voulais faire, c'était partager et transmettre pour que ce soit des outils que tout le monde puisse utiliser et avoir une vie plus remplie. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu que ton approche dans le partage est plutôt holistique, ton approche du bien-être, du développement personnel et de la spiritualité. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer le sens de ce mot? Ça paraît tout bête, mais alors qu'est-ce que ça implique dans ton accompagnement? Ouais. La notion holistique, je dirais que c'est que, en plus de toute la partie spirituelle que j'ai eu la chance de recevoir à travers mes voyages, à travers les maîtres que j'ai rencontrés, etc., j'ai aussi eu la chance très jeune de travailler dans tous les métiers du développement personnel, qui m'ont formé également énormément sur la partie coaching, sur la partie motivation, sur la partie comment gérer sa vie, de création d'entreprise, etc. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça m'a apporté. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours une partie qui était manquante dans ces différentes traditions. Si on prend la partie spirituelle, effectivement, c'est pour moi le but ultime et c'est malgré tout le chemin qu'on devrait tous prendre. Mais il manque la partie comment est-ce qu'une personne qui n'est pas justement sur ce chemin, qui n'est pas moine ou nonne, comment est-ce qu'elle vit sa vie en appliquant toutes ces règles, comment est-ce qu'elle peut gagner sa vie, comment est-ce qu'elle peut être libre financièrement même en allant dans la partie absolue, tout en ayant cette base, cet équilibre de spiritualité. Quand j'étais dans la partie coaching ou thérapie et que effectivement on parle que de coaching, de motivation, de gagner de l'argent, etc., comment est-ce qu'on trouve l'équilibre de vivre une vie plus saine, qu'on apporte de la spiritualité? Donc je dirais que c'est vraiment cet aspect-là qui m'a poussé à amener un aspect holistique dans mon travail, parce que c'est ce qui m'a, moi, permis de trouver l'équilibre dans ma vie. Si j'avais été trop d'un côté ou trop de l'autre, j'aurais pas trouvé cet équilibre, trop spirituel ou trop matériel. Et donc, pour moi, il y a vraiment cet ensemble de choses qui est important. Et c'est pour ça que j'ai voulu le transmettre. Après, il y a aussi la partie nutrition, il y a la partie physique. Oui, on peut être bien mentalement, spirituellement, mais comment on fonctionne au niveau de notre corps? Parce que si on ne mange pas bien, si on n'a pas un mode de vie sain, on ne va pas se sentir bien intérieurement. Donc, c'est important pour moi d'avoir une base. Ce n'est pas l'essence de ce que j'enseigne, mais il y a une base importante dans comment est-ce qu'on peut avoir un corps sain, comment on peut avoir une alimentation saine, comment ça influe sur notre état émotionnel, notre état mental et presque spirituel. D'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup de spiritualités, on parle de jeûne, on parle de différentes choses qui sont liées à l'alimentation, moins dans le bouddhisme, mais dans d'autres traditions, il y a vraiment des choses sur lesquelles on insiste beaucoup. Et même dans le bouddhisme, pour aller dans cette direction-là, on met de côté le corps physique dans le sens où on ne s'y attache pas, mais malgré tout, le Bouddha a mis une règle qui est, elle est d'abord mentale, mais je pense qu'il y a un aspect physique aussi qui joue beaucoup. C'est la partie un peu qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent. C'est on arrête de manger à midi. Quand on vit dans les monastères qui respectent cette règle, une des règles, c'est d'arrêter de manger à midi. Donc quand tu arrêtes de manger à midi et que tu manges que le lendemain matin à 6 ou 7 heures du matin, tu fais un jeûne intermittent qui est quand même assez long. Donc il y a tous les bénéfices qu'on découvre aujourd'hui avec le jeûne intermittent qui est à la mode, etc.
Et malgré tout, c'est ce que le Bouddha enseignait. Alors, il y a l'aspect mental, c'est on met de côté l'alimentation, on ne se remplit pas d'aliments et de choses émotionnelles, on ne comble pas avec l'alimentation, il y a toute une discipline. Mais il y a quand même un aspect très physique qui joue vachement aussi sur le fait d'arrêter de manger à midi. D'accord. Donc vraiment, c'est dans le terme holistique, on a vraiment, comme ce qu'on a l'impression d'entendre quand on entend ce mot, c'est vraiment c'est englobant, c'est-à-dire que ça prend l'aspect physique, mental, spirituel, et ça prend en fait son chemin. Le chemin est un tout en réalité. Et d'ailleurs, je relève un truc que tu as dit sur le fait de gagner sa vie aussi correctement et en accord avec ses principes. Et ça me fait penser au principe du bouddhisme, des moyens d'existence justes. Et vraiment, voilà, on est vraiment là-dedans. Donc, ça me paraît, en tout cas, quand on est dans ce chemin-là, d'avoir une cohérence en fait entre ce qu'on vit et ce qu'on transmet et les moyens dont on dispose pour vivre. Et alors, à ce sujet, j'ai vu que parmi tes nombreuses activités, tu proposes, toi, des formations certifiantes qui permettent, en fait, à ceux qui le souhaitent de devenir des coachs et des thérapeutes pour devenir... pour avoir cette activité professionnelle, en fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en quoi consiste cette formation auprès de toi, donc son contenu, enfin comment ça marche, comment on fait si on est intéressé? D'accord. Donc en gros, la formation holistique que je propose, c'est j'ai mis sur papier pour moi au départ vraiment tous les éléments qui me paraissaient essentiels dans tout ce que j'ai appris, que ce soit la partie spirituelle, que ce soit la partie coaching, thérapie, comment vivre sa vie, partie nutrition, etc. Donc j'ai créé un ensemble de modules qui donnent toutes ces informations-là. Et pour suivre cette formation, j'ai proposé plusieurs choses parce que j'essaye de garder malgré tout cet aspect spirituel dans mon approche. Pendant longtemps, j'ai travaillé sous forme de donation pour rester vraiment en lien pour moi avec la pratique que j'ai reçue, avec les enseignements spirituels que j'ai reçus, qui sont sous forme de donation dans la tradition Theravada, entre autres bouddhiste. Bon, ça, c'est pas suffisant pour vivre malheureusement. En tout cas, pour vivre comme on vit aujourd'hui, si on a un loyer, si on a des choses comme ça à payer, même si bon, moi j'ai la chance de pas en avoir, mais c'était pas suffisant. Et donc, j'ai été poussé à mettre un prix sur mon travail. Mais j'ai essayé de garder cette idée de me dire, j'ai envie quand même que tout reste plus ou moins accessible à tout le monde. Donc, j'ai fait plusieurs offres. Alors, il y a des stages que j'organise, que j'essaie de faire en sorte que l'esprit reste vraiment très basique pour que tout le monde puisse participer au stage. Donc, ça peut être très bien des participants classiques ou des personnes qui veulent venir à travers la formation. J'ai séparé les modules de la formation pour que chaque personne, par rapport à son budget, puisse accéder à un module ou à un autre qui vraiment est essentiel pour elle. Ou alors, j'ai fait un package complet où on peut prendre tous les modules avec un suivi personnalisé, moi, que je donne à tous les coachs et les thérapeutes que je forme. Donc, il y a des séances ensemble sur Skype et autres pour suivre cette formation. Et puis, il y a les stages qui permettent de mettre en pratique tout ce que les personnes ont vu à travers les différents modules, les séances qu'on a fait ensemble, et de venir mettre ça en pratique sur des stages concrets. Voilà en gros comment ça fonctionne. Et donc tu me dis c'est par Skype, donc il y a des choses qui sont en présentiel et puis des choses qui peuvent se faire à distance. Tout à fait. La personne choisit si elle veut faire que à distance ou si elle veut aussi venir au stage. Donc il y a des options pour soit faire le truc complet avec le présentiel et la partie à distance, soit faire simplement la formation à distance et de voir s'il y a besoin après de venir en présentiel selon si la personne peut, veut, etc. D'accord. Ok. Et alors toujours dans cette logique de vouloir transmettre, donc tu dois parfois avoir des personnes qui viennent vers toi et qui te disent je m'intéresse au développement personnel ou je souhaiterais m'engager dans un chemin spirituel. Mais je ne sais pas comment faire, je sais pas, il y a plein de ressources sur Internet, c'est le paradis du développement personnel et de la spiritualité. J'ai envie de dire, il y a tout et n'importe quoi, on trouve vraiment de tout. Et alors comment, si la personne vient te voir et te demande, mais comment est-ce que je peux savoir quelle voie est la bonne, quelle voie est faite pour moi et surtout, voilà, comment pas me tromper? Qu'est-ce que tu lui répondrais?
C'est une question qui est super intéressante parce qu'en fait, je vis ça assez régulièrement avec toutes les personnes qui me contactent pour faire cette formation de coach et thérapeute. Et je dirais le point commun de 99% des gens, c'est qu'ils voient une de mes vidéos ou un des enseignements que j'ai proposés ou certaines choses que je fais ou lisent l'un de mes bouquins. Et ils ont un espèce de ressenti, une intuition qu'ils veulent aller plus loin avec ce que je propose. Et donc, parce que j'ai une approche qui est quand même bien différente de si tu t'engages dans une école de coaching, qui est un truc très structuré, avec vraiment des cours qui sont en plus reconnus par l'État, machin. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que c'est pour moi pas les choses qui sont utiles pour les gens pour devenir coach et thérapeute, mais bon, ça c'est une autre question. Et donc en fait, les personnes qui viennent me voir ressentent que mon fonctionnement, mon approche, ma manière de faire est en lien avec leurs valeurs, leur fonctionnement. Et donc je dirais que c'est de s'écouter intérieurement, et ça recoupe avec beaucoup d'autres concepts qui sont importants dans la vie en général. D'ailleurs, c'est le titre de mon premier livre, Écoute ton cœur et vis tes rêves. C'est vraiment à l'intérieur de nous, on a toutes les réponses. On sait à l'intérieur de nous. Et donc, si on s'écoute, si on ne laisse pas l'esprit mental, logique, analytique venir interférer et qu'on se dit non, mais lui, il a l'air un peu, tu vois, il marche dans la forêt, il fait ses histoires alors que l'autre, le coach, je me sens plus connecté à lui alors que le coach avec sa cravate, tu vois, il a l'air plus sérieux, l'esprit mental vient interférer. Si ça vous parle plus, tu vois, de vous connecter avec quelqu'un qui est peut-être plus naturel ou qui se prend moins la tête ou machin, de suivre ça. Donc je dirais que dans la partie spirituelle ou la partie thérapeutique ou coaching, développement personnel, je pense qu'il y a un truc qui nous relie avec les personnes qui nous correspondent. Et on a à l'intérieur de nous cette capacité, cette intuition, ce savoir auquel on peut avoir accès, qui nous donne la réponse juste, l'action juste à faire, justement. Et ça relie vachement le chemin des 8 nobles du sentier octuple, qui est de trouver qu'est-ce qui est juste pour nous, d'avoir la pensée juste, d'avoir l'action juste. Et quand on est conscient, pleinement conscient, qu'on applique la méditation, on devient de plus en plus sensible à ça. On sait quelle est la parole juste, on sait quelle est l'action juste à faire. Et donc, ça nous guide, si on écoute ça, vers la bonne chose pour nous. Et donc, il n'y a pas besoin de réfléchir mentalement, il n'y a pas besoin de... Tu vois, je pense que c'est là où la pleine conscience joue tout son rôle, c'est de ne pas se laisser influencer par des choses inconscientes. Parce que justement, dans tous ces domaines en particulier, s'il y a des choses inconscientes qui nous influencent sur nos choix, sur nos ressentis, sur nos émotions, etc., on va aller dans une certaine direction alors que ce n'est pas réellement la direction qui est juste pour nous. Si on a été conditionné que un enseignant, il doit avoir la cravate et le costard, on va se laisser influencer, aller vers cette personne-là. Alors que peut-être notre ressenti, tu vois, c'est peut-être pas la chose juste à suivre pour moi, ça ne me correspond pas. Donc c'est là où la pleine conscience, pour moi, elle est intéressante. C'est OK, je deviens conscient de mes fonctionnements, de mes conditionnements, et j'ai conscience que je peux choisir de ne pas les suivre. D'accord. Alors imaginons. J'ai l'impression que ça te... Oui. Non, parce que je t'imaginais avec le costard là dans la forêt, et c'était assez amusant. Alors, imaginons, là, il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo et qui se dit, voilà, son discours me plaît et je voudrais donc contacter Frédéric pour pouvoir aller sur ce chemin et travailler avec lui. Alors, comment est-ce que cette personne peut faire pour te contacter, en savoir plus sur toi? Est-ce que tu disais tout à l'heure que tu avais écrit des livres, tu as également une chaîne YouTube, donc voilà, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un mail directement? Comment ça marche? Les personnes peuvent aller sur mon site, sur frédéricdeltour.com. Il y a les différentes activités que j'ai. Il y a des liens pour me contacter. Pour la formation, je limite le nombre de personnes. Donc, je demande d'abord aux personnes de m'envoyer un message. Il y a un questionnaire qu'elles peuvent remplir pour vraiment voir si déjà elles ont compris le fonctionnement et que les motivations qu'elles ont, elles sont juste par rapport à mon fonctionnement. Parce que, j'ai pas envie d'avoir 50 personnes. Mon but, c'est pas de faire un business avec 50 personnes que je forme parce que j'ai pas le temps et puis je peux pas donner un travail de qualité. Et puis pour moi, justement, tu vois, des moments comme ça, d'aller marcher dans la nature, etc., c'est important pour moi plus que de gagner 10 000 euros. Donc, je trouve un juste milieu aussi sur le nombre de personnes que je forme et que je suis. Et puis, une fois que j'ai vu l'email de la personne, si ça correspond, je fais un entretien avec ces personnes-là pour voir si elles vraiment comprennent mon fonctionnement, comment
comment ça va se passer au niveau de la formation, etc. Et à partir de là, si j'ai encore de la place, etc., on peut travailler ensemble. Donc, on avance. Donc, sur mon site internet, il y a plein d'informations. frédéricdeltour.com, mes livres, les séances, la chaîne YouTube aussi que tu peux mettre en lien si tu veux. D'accord. Je mettrai tout ça de toute façon en lien dans la description de la vidéo. Et puis, ils pourront facilement te contacter en regardant tout ça. Frédéric, merci pour tout Attends, ça. il y a encore plein de choses qu'on peut discuter. Déjà, moi, j'ai envie de savoir un petit peu ce que toi tu fais et pourquoi tu m'as contacté et que les gens sachent. Moi, qu'est-ce que je fais Alors, je t'ai contacté parce que je fais une série de vidéos sur des gens qui sont dans la spiritualité, la méditation, le développement personnel. Donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Et bon, tu es le troisième que j'interviewe. Et alors, pourquoi je t'ai contacté toi? Parce que je te suis un petit peu sur YouTube. Je vois un petit peu ce que tu fais et je vois quand même que tu as une présence assez conséquente, et puis que j'ai été quand même convaincu par le message et la sincérité de la démarche. Donc, il me semblait que tu pouvais apporter quelque chose à mon audience qui, pour l'instant, est assez confidentielle, mais je fais en sorte que ça puisse grandir un petit peu. Et puis sinon, à côté de ça, sur la chaîne YouTube, par exemple, je fais des méditations guidées et des cours de méditation de façon un peu structurée, et en essayant de faire quelque chose d'ouvert à tout le monde, donc je dirais de pas forcément estampiller bouddhiste ou Advaita Vedanta ou d'autres traditions, mais d'essayer de regrouper tout ce qui est commun à toutes ces traditions et de faire de pouvoir donner un maximum d'outils. Et puis sinon, à côté de ça, j'accompagne en coaching one-to-one certaines personnes qui souhaitent un peu creuser en fait sur la méditation. Alors c'est pas tellement adressé aux débutants, mais plutôt à des gens qui se retrouvent un peu bloqués parfois, ou qui cherchent d'avoir une incitation à pratiquer. Et sinon, je fais aussi des formations en entreprise. Mais là, on est sur un truc un peu moins. J'utilise moins les mots de méditation. Je parle plus d'entraînement mental. Voilà, c'est plus des choses un peu plus sur les résultats, performance et bien-être. Donc voilà, globalement. Tu trouves ce juste équilibre entre la partie spirituelle, la partie coaching plus en entreprise, et de trouver un juste milieu avec tout ça et de l'apporter à une audience un peu plus large, en tout cas. C'est pas forcément évident. Notamment, je vois en entreprise où il faut jongler entre les besoins des management un peu, parfois un peu oppressants, et les besoins des salariés qui, eux, sont plutôt à la recherche de bien-être. Et de jongler entre ça, c'est un peu compliqué parfois de faire passer le message en entreprise. Mais pour être tout à fait honnête, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de pouvoir avoir des contacts individuels en fait avec des personnes, puisque le travail est plus efficace comme ça, et d'avoir quelque chose d'individualisé, d'adapté, de travailler aussi avec les valeurs de la personne, de savoir ce qu'elle veut vraiment faire, parce qu'il y a des gens qui veulent leurs objectifs, c'est moi je veux atteindre l'éveil. Bon, ok, alors on va pas travailler les mêmes axes que celui qui veut juste avoir moins de stress dans la vie, ou celui qui veut avoir une concentration infaillible, etc. Donc on va pas travailler les mêmes axes, on va pas travailler de la même même au niveau de la quantité de travail. Alors, j'utilise le mot travail parce que effectivement, il y a aussi un côté où c'est pas toujours super fun. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des moments qui sont aussi très agréables. Mais c'est un engagement, c'est une structure, il y a un côté un peu de discipline, ce que tu disais tout à l'heure aussi. Et je pense que la discipline, c'est ce qui permet comme tu le disais, je suis tout à fait d'accord avec toi, de se libérer. Et d'avancer dans les meilleures conditions.
voilà un petit peu ce que moi je fais. Hein, alors, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que en fait, ça fait longtemps que je médite de façon intensive. Mais je n'avais pas pensé à en faire une activité professionnelle avant il y a très peu de temps en fait. Ça fait 1 an que j'ai décidé de me mettre là-dedans après comment dirais-je, un burn-out que j'ai eu parce que j'étais avocat et j'ai fait un burn-out vraiment un truc qui m'est arrivé du jour au lendemain où physiquement j'ai plus du tout d'énergie en fait. Et puis je me suis dit, mais alors peut-être que ça vient aussi du fait que c'est pas tout à fait ce que je voulais faire et qu'il y a toujours du chemin et du travail à faire, même après 15 ans de méditation. Hein, et il y a toujours des zones d'ombre qu'on ne voit pas nécessairement. Et on est toujours, j'ai envie de dire, on est toujours moins éveillé qu'on ne le croit. et, Et donc c'est ça qui est intéressant, et de pouvoir aussi partager ça, de montrer que même les personnes qui ont des difficultés peuvent progresser et peuvent aller sur ce chemin, et que en fait les difficultés c'est ce qui permet d'avancer. Mais d'accord, ça nous ramène aux 4 nobles vérités, c'est la souffrance, comprendre la souffrance, lâcher les causes de la souffrance pour pouvoir avancer vers cette liberté. Ouais. Et effectivement. Donc un parcours. Donc voilà. Intéressant. Alors après, c'est vrai que donc je m'intéresse aux entreprises également parce que je me dis que eux aussi ils ont besoin en fait d'un peu de comment dirais-je, de bien-être, on va dire, tout simplement, et de peut-être une autre façon de voir les choses et de voir leur relation avec leurs salariés. Mais après, la période est un peu compliquée. Hein. Comme pour tout le monde, même professionnellement parlant. Mais c'est aussi une opportunité, je pense, pour pouvoir passer le message. Parce que les gens ils sont chez eux là, hein, donc ils se retrouvent un peu face à leurs démons, ils se retrouvent un peu face à ce qu'ils évitent la plupart du temps. Hein. On est d'accord. Ils sont tous un peu en retraite forcée et les premiers jours d'une retraite, ça peut être un peu difficile parfois. Ouais. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu qu'en France et dans d'autres pays, il y a cette notion de confinement. Je me suis dit, c'est la première fois que des personnes vont pouvoir justement être vraiment face à elles-mêmes, alors qu'on n'a jamais le temps de faire ça, ou on ne prend pas ce temps pour la plupart des personnes. Donc ouais, c'est une belle opportunité, je pense, si on le regarde d'un point de vue spirituel, ou on le regarde d'un point de vue, je dirais même presque juste de développement personnel, de faire face à soi et à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et qu'on puisse pas justement... Moi, un des trucs qui me parle le plus, c'est parce que je vis un peu comme un ermite malgré tout, même si je suis pas moine. Et tous mes amis, les personnes qui me connaissent, me disent mais comment tu peux ne pas sortir, aller au cinéma, aller au restaurant, faire tous ces trucs qui, moi, ça fait longtemps que ça m'intéresse pas. Et de me dire, toutes les personnes vont se dire, ok, qu'est-ce qui se passe en moi, ou en tout cas certaines vont se dire, qu'est-ce qui se passe en moi quand je peux pas aller chercher à l'extérieur cette stimulation, cette joie, ces moments de plaisir. Comment est-ce que je peux les trouver à l'intérieur de moi? Et je pense que le fait d'être enfermé, le fait de devoir trouver à l'intérieur de soi nos propres ressources peut permettre vraiment à beaucoup de personnes de s'éveiller à plein de niveaux de compréhension de soi. C'est vraiment une belle, moi je trouve ça vraiment une belle opportunité pour le monde entier là, de se recentrer sur soi. Et puis il y a aussi le fait que est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose je parle de cette crise, de ce confinement. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de se prononcer. On ne sait jamais en fait ce qu'un événement implique en fait en termes de bien ou de mal. Et c'est pas pour être insensible parce que c'est terrible. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont très malades, il y a des gens qui sont très stressés, qui sont très angoissés en ce moment. Et ça réveille aussi des peurs profondes, mais aussi ça permet les choses deviennent tellement énormes et tellement présentes qu'on ne peut pas ne pas les voir.
Ouais. Et ça permet aussi de se rendre compte que, ben oui, on est mortel et que tout a une fin et qu'il est difficile de prévoir les choses et que rien ne dure. Et que, voilà, c'est des vérités qui peuvent paraître un petit peu, pour le commun des mortels, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, un peu banales. Mais là, on se rend compte que c'est pas si banal que ça et que de s'en rendre compte et d'en prendre vraiment conscience, ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Ça me fait penser au cheval blanc de Lao Tse. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Alors non, je la connais pas. Une belle métaphore, je vais la résumer rapidement parce qu'elle est un peu longue, mais c'est un fermier qui a un cheval et tous les villageois l'envient parce que c'est un beau cheval. Et puis un jour, le cheval s'en va, il s'échappe de l'étable et puis tous les villageois viennent le voir, lui disent « Ah mon pauvre, t'as perdu ton cheval, super magnifique, blanc, etc. » Et il dit « Ouais, peut-être, je sais pas. » Et le cheval, quelques jours après, revient avec tout un groupe d'étalons qu'il a récupéré dans la nature. Et il revient avec tous les chevaux. Et là, les villageois viennent le voir, lui disent « Oh, c'est super, maintenant t'es riche, t'as tous les chevaux, etc. » Et il dit « Ouais, peut-être, je sais pas. » Et puis l'histoire continue comme ça. Et puis son fils s'occupe des étalons, il se casse la jambe. Et puis là, ils viennent le voir, ils disent « Mon pauvre, ton fils, il s'est cassé la jambe, comment tu vas faire pour gérer ta ferme, etc. » Et puis quelques jours après, c'est la guerre qui est enclenchée. Et le fils ne va pas à la guerre, et donc tous les villageois viennent le voir, ils lui disent « Oh, t'as de la chance, ton fils il va pas aller se faire tuer à la guerre, etc. » Pour recouper un peu ce que tu disais sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ouais, on ne sait jamais en fait au moment T de l'incidence réelle de ce qu'on vit. Et cette histoire, en fait, ça me dit quelque chose même que tu me la racontes. Et c'est une belle parabole. Et donc, bon, après, ce qu'on peut espérer, c'est qu'à la fin de ce confinement, cette période un peu particulière, bah, il va rester quelque chose de ça et que les gens ne vont pas sur une sorte de contrebalancier se ruer vers une consommation complètement déraisonnée et un carpe diem qui soit mal compris, on va dire. Ouais. Donc voilà. Tout le chemin, c'est toute la difficulté du chemin spirituel, c'est que tout le monde n'est pas sans jugement, mais tout le monde n'est pas prêt et tout le monde n'est pas sensible à ce chemin spirituel. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont prendre conscience, qui vont les reconnecter avec des choses importantes d'elles-mêmes et de la vie, et puis d'autres personnes avec qui ce sera juste un moment qui vient de passer et tout reviendra comme avant. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, vraiment, merci pour ce cadre, pour ce soleil, cette neige incroyable, et pour ton partage, pour tous ces éléments. Et je te souhaite de continuer sur ce chemin comme tu le souhaites toi. Et merci encore. Merci à toi, c'était vraiment une belle interview et je suis vraiment ravi d'avoir refait connaissance avec toi depuis tellement d'années et puis de voir que sur ce chemin, que tu continues à l'être, que tu partages ça avec des personnes aussi qui en ont besoin, donc c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas grand-chose d'autre, je dirais, à un point de vue un plus spirituel qu'on peut faire sur cette vie pour apporter quelque chose et donner du sens à notre vie. Bah super, ce sera le mot de la fin, merci. Ça marche, avec grand plaisir, merci à toi.